Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez spécial, je dois dire. Un mélange d'humour britannique, de mystère et de quiproquos en cascade. Ah oui, ce genre d'histoire où un tout petit rien fait tout déraper. Exactement. C'est fou comme une simple petite contrariété, genre une visite qui s'annonce, peut transformer une vie bien rangée en chaos complet. C'est un ressort classique, c'est vrai, mais toujours efficace quand c'est bien fait. L'effet boule de neige, quoi. Tout à fait. Et ce petit grain de sable, eh bien, il nous mène aujourd'hui vers un auteur écossais, Clouston. Moins connu peut-être aujourd'hui, mais Mais une de ses œuvres a eu un destin incroyable, surtout en France. voilà. On va parler de son roman Son premier crime en français. Et surtout, de son adaptation au cinéma Drôle de drame. Un monument. Notre idée ici, c'est un peu de redécouvrir cet auteur, son monde, et puis de comprendre comment fonctionne ce roman si particulier, sans rien dévoyer bien sûr. Non, non, pas de spoiler. Et puis surtout, comprendre comment cette histoire, très british à la base, a pu inspirer un tel classique de la comédie française. C'est fascinant comme parcours, cette transformation culturelle. Alors commençons par le commencement. L'auteur. Qui était ce G. Story Clouston? Joseph Storer Clouston. Alors, Joseph Storer Clouston, né en 1870, mort en 1944. Écossais, oui, et pas n'importe où. Des orcades. Il faut imaginer une famille très ancienne là-bas, les Clouston de Clouston. Ah oui, ça remonte loin. Très loin, on parle d'un ancêtre conseiller d'un comte au XIe siècle. Des propriétaires terriens, une histoire locale très forte. Et son père était psychiatre, Sir Thomas Clouston, quelqu'un d'assez connu. D'accord, un sacré héritage et son parcours à lui, Clouston. Il n'a pas été écrivain tout de suite, si? Non, pas directement. Il a fait de bonnes études, Édimbourg, puis Oxford, le Magdalen College. Il a même été admis au barreau à Londres. Ah, il était avocat? Inscrit, oui, en 1895, mais il n'a jamais exercé. Apparemment, le droit, ce n'était pas vraiment son truc. L'écriture l'a appelé très vite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas fait que de la fiction légère, il me semble. Non, pas du tout. C'est ça qui est passionnant chez lui. Il a eu du succès assez tôt avec un roman comique, The Lunatic at Large, en 1899, mais en même temps, il était très attaché à ses racines orcadiennes. Il est devenu historien de sa région. Exactement. Il a écrit une histoire des Orcades en 1932, qui fait encore autorité. Il a même cofondé et présidé la Société des antiquaires des Orcades. Donc on a ce mélange, l'historien rigoureux, passionné par le passé. Et le romancier qui invente des situations complètement loufoques. Voilà. C'est cette dualité qui est peut-être une clé pour comprendre son humour. Le sérieux et le burlesque qui cohabitent. Et il a eu d'autres succès, à part ce roman qui nous intéresse. Oui, un de ses romans d'espionnage, The Spy in Black, a eu une adaptation cinéma assez réussie par Michael Powell dans les années 30. Il a continué d'écrire pendant la guerre, son dernier roman date de 1941, mais c'est vraiment His First Offense qui a eu cette seconde vie incroyable grâce à Drôle de drame. Il est resté attaché aux orcades toute sa vie, donc. Ah oui, il est mort chez lui à Smugra House. Il était même devenu le chef de la famille Clouston. Petite anecdote, il tenait à la prononciation Clouston. Il a son mémorial dans la cathédrale de Cornwall. D'accord. Un homme ancré dans son histoire, dans son lieu, mais avec une imagination qui voyage. Alors, venons-en à ce fameux roman Son premier crime. Oui, His First Offense, publié en 1912. On est en pleine période édouardienne, juste avant la Première Guerre mondiale, et ça commence où? À Londres. À Londres. Dans un quartier très précis, St. John's Wood, Eyasson Road, numéro 47. Un quartier résidentiel très calme, très respectable, en apparence, bien sûr. J'imagine. Et qui trouve-t-on dans cette maison si respectable? Des personnages hauts en couleur, sans doute? On peut dire ça. Ah oui. D'abord, Mr. Erwin Molineux. C'est un érudit, un intellectuel. Il passe son temps plongé dans ses recherches sur les poètes mineurs du XVIe siècle. Ah oui, le genre de sujet passionnant. Mais pas très rentable, j'imagine. Exactement. Il est aussi passionné de porcelaine, de jardinage. Le texte dit que son jardinage tourne à la fureur. Ah, Bref, un type un peu hors sol. Le genre de personne qu'on n'imaginerait jamais mêlée à une affaire criminelle. et sa femme, Mrs. Molineux? Alors, elle, c'est tout le contraire. Une femme imposante, très pragmatique, les pieds sur terre. C'est elle qui tient les cordons de la bourse. Le couple classique, hein, le rêveur et la gestionnaire. Et ça cohabite bien? Disons que l'argent, c'est un sujet de friction. Leurs revenus sont pas terribles, 400 livres par an,
Et les écrits savants de Monsieur Molineux, ça rapporte euh, 15 livres par an. 15 livres baissent. Ah oui, c'est symbolique. Voilà. Donc Henriette le pousse à écrire autre chose. Des romans policiers populaires sous un pseudonyme, Félix Chapelle. Ça marche bien d'ailleurs. Félix Chapelle est connu, mais Molineux manque cruellement d'imagination pour les intrigues. Il n'arrive pas à inventer les histoires. Non. Et puis, il y a le petit espoir d'hériter d'une vieille tante, Margaret, 82 ans. Mais bon, comme dit Henriette, la mère de la tante a vécu jusqu'à 95 ans. Donc ambiance conjugale correcte, mais tendue par ces questions d'argent et cette pression pour écrire un best-seller. Et c'est là-dessus qu'arrive, L'élément perturbateur. exactement, l'annonce de la visite imminente et auto-invitée du cousin d'Irwin, Monseigneur Soper, l'évêque de Bedford, qui compte bien dîner et dormir sur place. L'invité catastrophe. Et autour d'eux, il y a du personnel de maison, j'imagine, qui va ajouter au chaos. Ah oui, essentiel au chaos, il y a Eva Wilson, la femme de chambre, Qui se fait appeler Marie. très élégante, voix distinguée, mais elle cache bien son jeu. Ah, qu'est-ce qu'elle cache? C'est elle la source secrète des intrigues des romans de Félix Chapelle. C'est elle qui donne les idées à Molineux. Oui, elle les tient elle-même du laitier, Billy, qui est raide dingue d'elle. Et ce n'est pas tout. Eva Marie voit aussi en cachette un jeune lord, Francis Phillimore, dans des salons de thé chic. Elle vient de recevoir un collier de perles et elle pense à quitter sa place, à se rendre libre. Une femme de chambre bien mystérieuse. Et il y a aussi une cuisinière, je crois. Oui, Jane Abbott. Visage tout rouge, caractère, disons, inégal. Elle est assez jalouse d'Eva, à cause du laitier notamment, et quand elle apprend qu'il faut préparer un dîner spécial pour l'évêque, Elle craque. grosse dispute et paf, elle claque la porte juste avant l'arrivée de Monseigneur, laissant les Moligneux complètement démunis. La tuile. La cuisinière qui s'en va juste avant l'arrivée d'un invité important, et gourmet j'imagine, cet évêque Soper, il est comment? Ah, c'est un personnage imposant, figure d'autorité, mais surtout un gourmet redoutable. Le texte dit « l'un des plus illustres gourmets d'Europe Le genre à critiquer la nourriture. ». Et pas que. Il critique aussi la littérature populaire, les romans scandaleux comme ceux de Félix Chapelle, tout en cachant lui-même une petite photo compromettante. Son arrivée, avec ses exigences, c'est vraiment l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et le jeune lord amoureux d'Eva Marie, Lord Francis Phillimore. Il va jouer un rôle détective. Oui, bien sûr. C'est le jeune aristo fringant, beau gosse, joueur de polo. Il est tombé amoureux de Marie dans un train, mais il est frustré par son mystère. Alors il la suit, découvre qu'elle travaille au 47 à Yacine Fraude, et quand les choses se compliquent, il pense qu'elle est en danger. Et il décide d'enquêter lui-même. Exactement. Sous une fausse identité, Monsieur Francis. Un mélange d'inquiétude et peut-être d'un petit désir de vengeance contre ce mystère. Bon, alors on a l'érudit dépassé, sa femme pragmatique qui disparaît enfin, on croit qu'elle disparaît, la femme de chambre à secret, la cuisinière partie, l'évêque envahissant, le lord détective amateur, le décor est planté, la police et la presse vont pas tarder à débarquer, j'imagine. Forcément, c'est l'évêque qui alerte Scotland Yard après la disparition de Mrs. Molineux, et hop, voilà l'inspecteur Bray. Yeux rapproché, regard scrutateur, il mène son enquête, trouve des indices, des épingles à cheveux, le fameux collier de perles d'Eva. Et les journalistes, toujours prêts à flairer le scoop. Ah, ils sont là, représentés par James Buffington de l'Evening Tribune. Il saute sur l'affaire, le mystère d'Yacine Road. Il adore ça. Il élabore des théories psychologiques fumeuses sur Molineux, un littérateur est un malade, ce genre de choses. Sympathique. Et son zèle est tel qu'il finit par s'installer au numéro 47, avec Félix Chapelle, pour être au plus près de l'action. Il va même jusqu'à creuser dans le jardin pour trouver le corps. Attendez. Il s'installe avec Félix Chapelle, mais Félix Chapelle, c'est Molineux déguisé, non? Mais oui, c'est là que ça devient complètement fou. Molineux est obligé d'endosser publiquement son pseudo pour brouiller les pistes et pour gagner de l'argent, ironiquement. Un journal l'engage pour couvrir sa propre affaire, puis un magazine veut ses mémoires. Il doit se déguiser. Barbe, postiche, tout ça. Et il doit cohabiter avec le journaliste Buffington tout en essayant de gérer ce chaos qui lui échappe totalement. C'est un engrenage comique absolument génial. C'est complètement absurde. J'imagine l'ambiance du roman. Ça doit être assez unique. On est en pleine comédie de mœurs qui vire à la farce, mais avec une intrigue de mystère derrière.
Le cadre très guindé du début devient le théâtre d'un désordre total et hilarant. Tout repose sur les quiproquos, les fausses identités, la panique qui monte. Et une critique sociale aussi. Oui, une satire assez mordante. Les travers de la l'aristocratie, le snobisme de l'Église, la presse avide de sensationnel, la police un peu dépassée et surtout cette façade de respectabilité bourgeoise qui craque de partout. C'est ce contraste permanent qui est drôle. La rigidité des conventions de l'époque et la folie qui s'empare des personnages. L'humour naît de ça, de voir comment la respectabilité explose face à l'imprévu. C'est très anglais comme humour dans ce décalage. On voit bien le potentiel pour un film. Et c'est là qu'on arrive à Drôle de drame. Exactement. La seconde vie de ce roman est Quelle vie, Drôle de drame, sorti en 1937, un film culte en France. Réalisé par Marcel Carnet, scénario et dialogue de Jacques Prévert. Excusez du peu. Le duo magique du cinéma français de l'époque. Ah oui, là on a une équipe de rêve. Carnet venait de faire Jenny, il allait faire Le Quai des Brumes, Les Enfants du Paradis et Prévert. Sa poésie, son esprit libertaire, ça donne une couleur unique au film. Sans oublier la musique de Maurice Jouvert, la photo d'Eugène Schuftan. Et le casting. Michel Simon, Françoise Rosé, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault. Rien que ça. On sent que c'est plus qu'une adaptation, c'est une récréation. C'est ça. Le casting est déjà tout un programme. Michel Simon est incroyable en Molineux, Félix Chapelle, avec cette espèce de maladresse lunaire et en même temps cette faconde. Françoise Rosé en Margaret Molineux, différente du livre, peut-être plus excentrique, et Jouvet. Jouvet en évêque Saupert. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Anthologique. Ah mais oui, cette réplique, elle résume tellement l'esprit du film. Et il faut parler de Jean-Louis Barrault aussi, complètement halluciné en William Cramps, le tueur de bouchers. Ah oui, ce personnage est beaucoup plus important dans le film, non? Oui, beaucoup plus étrange, plus central. Et puis Nadine Vogel en Eva, Jean-Pierre Roman en Billy le laitier, Pierre Alcover en Inspecteur Bray. Une distribution exceptionnelle. Et justement, qu'est-ce qui change fondamentalement entre le livre et le film? Qu'est-ce que Carnet et Prévert apportent de si différent? Ils injectent une dose massive de poésie, d'absurde, presque de surréalisme. Les dialogues de Prévert sont des pépites. C'est plein d'irrévérence, de jeux de mots, une fantaisie verbale incroyable. Et la critique sociale est toujours là? Oui, mais peut-être plus frontale, plus anarchisante, typique de Prévert et de l'esprit du Front populaire. La critique de l'hypocrisie bourgeoise, de l'Église, de la police, elle est là, mais avec une liberté de ton très française. L'intrigue policière devient presque secondaire par rapport à la galerie de personnages déjantés et aux situations burlesques. On dit souvent que c'est une parodie des films de gangsters, des films noirs. Oui, il y a clairement une dimension parodique. Le personnage de Cramps, cet tueur presque naïf, c'est l'anti-cliché du méchant. Le film s'inscrit dans ce qu'on appelle le réalisme poétique, mais il penche vraiment du côté de la comédie pure, de l'absurde, avec une touche de merveilleux un peu étrange. C'est ça qui est passionnant. On part d'une comédie de mœurs, anglaise, satirique, très ancrée dans son époque, et on arrive à cet objet cinématographique non identifié, français, porté par la poésie et l'esprit frondeur de Prévert. Carnet et Prévert ne font pas que traduire. Ils s'approprient l'histoire, ils la remodèlent pour qu'elle résonne avec la France de 1937. Ils gardent la trame comique, la critique, mais ils y mettent une couleur, une musique, une folie bien à eux. Donc, pour résumer, un auteur écossais, Clouston, historien et farceur, un roman sur son premier crime, mécanique comique londonienne pleine de quiproquos, et une adaptation, drôle de drame, classique français signé Carnet-Prévert, où l'absurde et la poésie prennent le dessus. Ça montre bien comment une bonne histoire, avec des personnages forts, une intrigue solide, ça peut voyager dans le temps et à travers les cultures. Et ça montre aussi l'importance de l'adaptation, comment un nouveau regard, une nouvelle culture, peuvent réinventer une œuvre, lui donner une nouvelle vie, parfois même plus forte dans son nouveau contexte que l'original. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour réfléchir un peu. Qu'est-ce qui fait que l'humour de Drôle de drame, si particulier, avec sa poésie, son absurdité, ses dialogues, qu'est-ce qui le rend si différent de l'humour du roman original, plus basé sur la satire sociale à l'anglaise? Comment ces deux esprits révèlent des sensibilités différentes? Ou peut-être, même plus largement et qu'Étienne, qu'est-ce qui fait que certaines histoires, même légères en apparence, arrivent à traverser les époques et les frontières comme ça? Est-ce que c'est l'universalité du comique de situation, la force des personnages ou autre chose? Qu'est-ce qui permet ces réinterprétations réussies et parfois si différentes? C'est une belle question sur la vie des histoires.
De quoi continuer à y penser. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.